Romain Lebaudot. La parole est maintenant à Monsieur Boris Vallaud du groupe Nouvelle Gauche. Toujours pour un temps de parole de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voici donc réunis en plein cœur de l'été pour entériner les conclusions de la commission mixte paritaire qui s'est tenue hier soir. Et je dois vous dire que, vu de mon strapontin, celui de l'opposition, cette CMP s'est déroulée dans un esprit de concorde dont je ne saurais dire s'il résulte du seul talent de notre rapporteur, qui est immense, ou de la proximité politique des deux majorités. À dire vrai, j'ai évidemment la réponse à cette question. Je ne reviendrai pas sur la méthode, nous avons eu l'occasion de le faire à de nombreuses reprises. Elle a escamoté le débat parlementaire. Nous devions chacun être acteurs de la réforme. Nous n'en sommes restés que de simples spectateurs. C'est regrettable. Mes chers collègues, ce texte n'est pas celui d'un renouvellement de notre modèle social. Ce n'est pas celui d'une réarticulation des besoins des entreprises et des salariés. Ce n'est manifestement pas celui des sécurités nouvelles pour les salariés. Pas une ligne sur une quelconque protection des salariés, pas un droit nouveau, pas une sécurité supplémentaire dans ce texte. Et je regrette que nos amendements allant dans ce sens aient été méthodiquement repoussés. Je pense à la taxation des contrats courts dans un pays qui compte un tiers des contrats à durée déterminée de moins d'un mois de toute l'Europe. Vous nous avez affirmé votre attachement au CDI comme modèle, mais vous nous avez également dit qu'il était urgent d'attendre. Je pense à la présence obligatoire d'administrateurs salariés dans les grandes entreprises. Vous nous avez dit votre attachement au renforcement de la démocratie dans l'entreprise, mais vous nous avez renvoyé à la concertation en cours. Je pense au renforcement des prérogatives des instances représentatives du personnel. Vous avez proclamé votre attachement à la représentation syndicale, mais vous avez mis dans le même temps fin aux commissions paritaires régionales qui devaient assurer la représentation de millions de Français. Madame la Ministre, avec habileté, mais je dois vous dire, sans nous convaincre, vous avez fait vôtre cette formule qui est celle du serpent en cas. Ayez confiance. Vous nous avez demandé continuellement dans tout ce débat d'avoir confiance quand nous vous demandions de la clarté et de l'écoute. Confiance dans le dialogue social au point de nous priver des résultats de la concertation dont nous n'avons eu connaissance qu'au lendemain du vote de la loi. Confiance dans votre diagnostic et dans votre très sommaire étude d'impact en refusant systématiquement l'évaluation des lois antérieures dont l'encre était à peine sèche. Confiance dans l'équilibre de la réforme quand, dans le même temps, vous reportiez à plus tard des questions indissociables, comme la formation professionnelle ou l'assurance chômage. Et je vous le demande, comment pourrions-nous avoir confiance quand vous ne donnez aucun signe d'ouverture à nos propositions concrètes, qui semblaient pourtant aller dans le sens de votre réforme? Donner plus de droits aux actifs, renforcer les acteurs du dialogue social, sécuriser les relations de travail pour les employeurs comme pour les salariés. Je vous le dis, la majorité s'est comportée comme l'opposition de l'opposition. Jamais elle ne s'est interrogée sur le bien-fondé de nos propositions, préférant se draper dans ses certitudes et parfois même dans une idéologie qui consiste à n'en avoir aucune. Quand nous proposions de créer des sécurités nouvelles, vous préfériez adopter des amendements visant à plus de flexibilité. Je pense notamment à cet amendement de notre collègue républicain auquel le gouvernement était favorable et qui a en quelques secondes mis fin à 22 ans d'une jurisprudence constante, préférant les investissements étrangers à la protection des salariés, comme s'il y avait nécessité d'arbitrer en faveur de l'un ou de l'autre. Vous n'avez cessé de nous rappeler que ce texte serait le fruit du pragmatisme et qu'il transcenderait les clivages pour n'être ni de droite ni de gauche. Je dois vous dire, au lendemain de la CMP, que je m'interroge, ce texte est-il un peu de gauche? Des droits en moins ne peuvent pas constituer des sécurités en plus. Je pense à la création du contrat de chantier, un CDD sans prime de précarité, à la mise en balle du compte pénibilité, à l'instauration d'un droit au licenciement abusif, à la mort du CHSCT. Je dois cependant être honnête. Oui, mes chers collègues, ce texte aura permis de transcender les clivages de la droite. Vous affichez votre préférence pour l'emploi précaire, pour la prolifération des mini-jobs et pour les inégalités. C'est à cette aune que les Français vous jugeront. Madame, vous avez refusé de répondre au fond aux inquiétudes que nous avions formulées. Elles n'étaient ni illégitimes, ni infondées, et nous les partagions avec les partenaires sociaux que vous consultez. Vous vous êtes cantonné à nous renvoyer à la concertation, au bon sentiment et à des réformes ultérieures dont nous ne connaissons rien. Ça n'a donc jamais été le moment pour vous, ni le lieu,
pour proposer de lutter contre la précarité de l'emploi ou pour travailler sur la gestion des transitions professionnelles. Je le regrette. Hier, vous nous avez communiqué le calendrier prévisionnel des travaux avec les partenaires sociaux jusqu'à l'adoption définitive des ordonnances. Je vous ai fait part d'une demande du groupe Nouvelle Gauche consistant à ce que les groupes politiques soient reçus au début du mois de septembre pour être informés et associés aux travaux en cours. Vous étiez d'accord, je crois, hier. Je ne doute pas que vous le serez encore aujourd'hui. Je voudrais, Madame, pour terminer, vous faire partager ma conviction. Les grandes réformes sociales ne peuvent pas faire l'économie d'un débat citoyen sincère, d'un dialogue social approfondi et d'un débat parlementaire respectueux des droits des oppositions. Pour l'heure, alors que nous devions construire le modèle social pour ces 30 prochaines années, cette réforme nous semble gravement déséquilibrée et nos incertitudes, nos inquiétudes demeurent intactes. Notre crainte est que ce texte construise durablement une société duale, avec d'un côté les gagnants d'une mondialisation heureuse et de l'autre les perdants d'une mondialisation déloyale. Voilà pourquoi le groupe Nouvelle Gauche votera contre le projet de loi d'habilitation à réformer leurs ordonnances. Monsieur Vallot. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Adrien Quatennens, du groupe France Insoumise. Les temps de parole sont toujours de 5 minutes, je le rappelle. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Vous vous en souvenez peut-être au démarrage de nos travaux sur ce texte, j'avais évoqué la petite fraction minoritaire, radicalisée et non représentative du patronat que ce texte, de notre point de vue, servait. Eh bien, au cas où elle s'impatientait, ça y est, nous pouvons lui signifier que son cadeau est presque prêt. La commission mixte paritaire qui a réuni hier une poignée de députés et de sénateurs l'a emballé et il ne nous reste plus qu'à faire le nœud du ruban décoratif et le tour sera joué. Car qu'est-ce que ce projet de loi, sinon qu'un texte qui sert les intérêts particuliers de quelques-uns dans des proportions qu'eux-mêmes n'attendaient pas? Vous ne répondez à rien sur les grands enjeux en matière d'emploi dans ce texte. Aucune réponse sur la nécessaire relance de l'activité. Rien sur la nécessité d'instaurer un protectionnisme solidaire pour rompre avec le libre-échange et les catastrophes sociales et écologiques qu'il sème. Vous n'avez aucune inventivité. Vous êtes installé dans le cockpit, mais l'avion est réglé sur pilotage automatique, dont les trajectoires sont définies à l'avance et avec votre soutien par Bruxelles. Ce projet de loi, comme la séquence qui s'achèvera avec cette session extraordinaire, signe le début de la fin de l'illusion Macron. Il n'y a pas de changement. Il n'y a que des habiletés et des coups de billard à 3 bandes pour perpétrer de vieilles politiques qui ont fait la preuve de leur efficacité à servir l'intérêt général, mais de leur radicale efficacité à servir les intérêts d'une stricte minorité. Qu'à cela ne tienne, nos débats nous auront permis, à tout le moins, d'établir un dictionnaire traducteur du macronisme. Il y a d'abord l'usage immodéré d'un champ lexical qui laisse entendre que les salariés de ce pays vont devenir des gymnastes professionnels, que dis-je, des contorsionnistes d'exception. Tant de souplesse, tant d'agilité, tant de flexibilité. Ce que vous appelez sécuriser les relations de travail veut dire faciliter les licenciements économiques. Ce que vous appelez favoriser la visibilité sur le long terme veut dire permettre aux entreprises de savoir d'avance que leur coûtera les licenciements abusifs grâce à la barémisation des dommages-intérêts. Ce que vous appelez encourager les investissements en France en limitant au périmètre national l'appréciation des difficultés économiques justifiant les licenciements veut dire permettre des pratiques qui pourraient aboutir à plus de délocalisation et à favoriser la désindustrialisation de notre pays et victime. En résumé, vous faites passer pour renforcement du dialogue social ce qui n'est rien d'autre que le renforcement de l'arbitraire patronal au service du désir actionnarial et de la mise au pas des salariés. Les relations entre la majorité à l'Assemblée et la droite sénatoriale sont aussi éclairantes. L'un pose le clou sur la planche, l'autre tape sur le marteau. Je citerai ainsi pour exemple le référendum à l'initiative de l'employeur. Ce n'est pas neuf et nous savons ce que cela produit. Dois-je rappeler qu'en septembre 2016, un référendum organisé par la direction de Smart a obtenu 56% de voix pour un passage de 37 à 39 heures sans augmentation de salaire, avec des horaires tournants, avec bien sûr chantage à la délocalisation. Un référendum n'est pas une garantie de démocratie quand il se fait le pistolet sur la tempe.
Sur le périmètre national, pour justifier des licenciements économiques, le cas Whirlpool est un cas d'école, puisque lorsqu'il a décidé de délocaliser en Pologne, les dividendes avaient augmenté et le PDG touchait des salaires équivalents quasiment à ceux de tous les salariés de l'usine dont la délocalisation était planifiée. Désormais, avec ce périmètre d'appréciation des difficultés économiques, les multinationales vont pouvoir encore davantage nier leur situation et s'offrir des licenciements économiques, le but n'étant bien évidemment pas la situation financière, pas leur survie, mais bien l'augmentation de leurs dividendes. Bref, pour nous, ici, la bataille ne fait que commencer et je vous annonce que nous avons grand renfort à l'extérieur de cet hémicycle. Nous allons continuer à expliquer tout l'été et partout ce que sont les intentions masquées derrière ce texte, même si par vos propres pratiques, vous avez déjà commencé à tomber les masques. Nous serons derrière les syndicats à la rentrée et nous prenons l'initiative d'un grand rassemblement contre ce que nous appelons le coup de force social à la rentrée le 23 septembre. Merci, Monsieur Quatennens. La parole est maintenant à Monsieur Pierre Dharréville. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Ainsi donc, la majorité LREM de l'Assemblée nationale a-t-elle trouvé un terrain d'entente avec la majorité LR du Sénat? Quoi de plus normal pour adopter un texte ultralibéral, labellisé MEDEF satisfait, hashtag de droite. En guise de révolution politique, voici un projet qui reprend et aggrave les logiques du monde d'avant. Vous avez choisi de jouer la partie pied au plancher, cherchant à profiter de la torpeur de l'été, surfant sur la popularité présidentielle avant érosion, faisant du Parlement une chambre d'enregistrement. Nous en savons trop peu, mais suffisamment pour savoir que vous donnerez votre nom, Madame la Ministre, à une loi de démolition sociale. Quels nouveaux droits pour les salariés? Quelles garanties collectives? Quels progrès sociaux? Votre loi, que tous ici appellent loi travail, se présente en 3 temps. 1. Vous allez faire du Code du travail une passoire, donnant un rôle normatif à la branche et à l'entreprise. 2. Vous allez fusionner les institutions représentatives du personnel, généraliser le recours au référendum d'entreprise pour contourner les organisations syndicales. 3. Vous allez réduire le périmètre d'appréciation des licenciements économiques, relever les seuils déclenchant une procédure de PSE, étendre l'usage de CDI Canada Dry, qui ne seront que des contrats précaires en définitive, et tant d'autres choses que nous ne savons pas encore. L'objet du dialogue social que vous promettez sera donc principalement la casse économique et la régression sociale. La sécurité, vous la promettez aux employeurs pour licencier et précariser, et vous la retirez aux salariés. Qui en profitera? Pas les petites entreprises. Madame la Ministre, nous avons demandé à de nombreuses reprises si la financiarisation de l'économie n'était pas la principale source des problèmes, s'il ne convenait pas de s'y attaquer, et nous avons formulé des propositions. Vous avez regardé ailleurs. Sans préjuger de vos intentions personnelles, ce que nous vous avons appris ces derniers jours est un témoignage ordinaire de ce que l'on peut faire du profit à partir de destruction d'emplois. Et nous avions proposé de l'interdire. Cela montre ensuite que les richesses créées dans l'entreprise sont si mal utilisées et si inégalement réparties. Le niveau de rémunération des actionnaires des grandes sociétés est indécent et pour légal qu'il soit, cela relève de la spoliation. Et c'est aussi cela, mes chers et chers collègues, qui révolte, et c'est cela que vous allez, hélas, encourager. Nous avons passé la semaine à parler de confiance dans la vie publique. Or, la République est abîmée. Elle est abîmée par le pouvoir de l'argent qui cherche à s'insinuer partout, par le renoncement à honorer sa promesse égalitaire, laissant prospérer les privilèges de quelques-uns. Et je rappelle que la fortune des 10 personnes les plus riches de notre pays a fait un bond de 35% en un an. C'est pourquoi votre loi tout entière, vos explications sont disqualifiées d'avance. Votre gouvernement est du côté des stock options,
qui sont les dommages et intérêts des actionnaires, mais pour quel préjudice, et des dommages et intérêts auxquels on ne touche pas. Deux poids, deux mesures. Et vous avez dit vous-même en commission, ça commence par les actionnaires qui doivent être pris en compte, qui ont mis leur argent, il leur faut un retour. C'est un système destructeur, il y a là des nouveaux cadeaux sans contrepartie. Nous appelons donc à faire grandir ce débat public dont vous n'avez pas voulu, pour vous obliger à prendre en compte cette réalité sociale que vous ne voulez pas voir. Parce que nous ne voulons pas que vous fassiez du monde du travail du grain à moudre pour les vendanges du CAC 40. Nous espérons une grande commission mixte populaire à la rentrée. Nous vous demandons également de préciser dès aujourd'hui le sens des réformes qui viendront dynamiter un modèle social que vous jugez dans la presse ces derniers jours inadapté, pour que notre peuple ait tout le panorama, qu'il ait l'ensemble du tableau à la rentrée, à l'occasion de se mobiliser. Nous serons donc aux côtés des salariés qui résistent et demandent qu'on passe enfin la marche avant, celle du progrès social. Merci, Monsieur Dharréville.